Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, après l'épouvantable et énigmatique affaire Epstein, nous nous intéresserons cette fois à ce qui pourrait bien être le plus grand scandale politique des États-Unis, le clan Biden et ses frasques. Alors, drogue, prostitution, soupçons de corruption, de collusion, le système Biden a bénéficié d'une incroyable tolérance de la justice et des médias. Un an avant la future élection présidentielle, la donne peut-elle encore changer? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à partager cette vidéo, à la commenter bien entendu, puisque je lis vos commentaires. Et puis bien sûr, cliquez sur le petit pouce en l'air pour améliorer le référencement. On se retrouve tout de suite, juste après le clin d'œil. Retrouvez le Samedi Politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Gérald Olivier, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être à nos côtés à nouveau sur TV Liberté. Vous êtes chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous êtes également grand spécialiste de la politique américaine, journaliste bien sûr, et vous avez rédigé plusieurs ouvrages. On connaît Sur la route de la Maison-Blanche, c'était aux éditions du regretté Jean Picolec. Mais vous revenez avec un ouvrage plus polémique, j'allais dire, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, c'est aux éditions Confidente, et c'est bien sûr sur le site de TVL, sur tvl.fr, sur la boutique. Vous pouvez donc tout de suite faire l'acquisition de cet ouvrage. Alors pour commencer, Gérald Olivier, toute une partie des faits s'articule autour d'une société énergétique ukrainienne, la fameuse société Burisma, dont on a déjà parlé auparavant, y compris dans le journal de TV Liberté. Hunter Biden siégeait au conseil d'administration de cette entreprise pour la modique somme d'1 million de dollars par an. Et j'aimerais qu'on mette cela en rapport avec l'actualité récente de l'Ukraine et tout simplement l'arrestation du milliardaire Kolomoïski. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les implications, parce qu'on se dit qu'il y a des implications de politique étrangère là-dedans? En fait, Kolomoïski, c'était le banquier de Burisma. À la tête de Burisma, on trouve un monsieur qui s'appelle Mykola Zlochevski. C'est celui qui a engagé Hunter. Et Zlochevski, je ne dirais pas travaillait pour Kolomoïski, mais c'est Kolomoïski qui finançait en grande partie la société Burisma. Donc il y a des liens à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est des États-Unis directement, le gros problème qu'a posé cette affaire, et pourquoi est-ce qu'on parle en permanence de Burisma, c'est parce que Burisma, à une époque, donc faut remonter à 2014-2015, à l'époque, Joe Biden est vice-président des États-Unis, et l'Ukraine est un pays qu'ils doivent gérer et qu'ils aident, puisqu'on rappelle qu'en 2014, quand même, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie. Donc, sur le plan géopolitique, les États-Unis sont très, très impliqués dans ce qui se passe en Ukraine. Et les États-Unis sont prêts à aider l'Ukraine à condition que l'Ukraine fasse certains efforts du point de vue de la corruption qui existe à l'intérieur du pays. On charge Joe Biden Visiblement, ils n'ont pas trop de leçons à donner quand même. Non, ça c'est d'ailleurs une des ironies de l'affaire. C'est pas le seul dossier dans lequel ce problème se présente. Mais Joe Biden est là pour gérer la corruption du pays, alors que son propre fils a été engagé par la compagnie qui est peut-être la plus corrompue du pays pour justement donner accès à ce monsieur aux autorités américaines pour les protéger contre la corruption. Donc il y a une sorte de billard à trois bandes où ceux qui en bénéficient, c'est principalement Hunter Biden, puisque lui, il est payé au moins $1 million. C'est également la société Burisma, puisqu'elle est ainsi protégée. Et on rappelle quand même que lorsque Joe Biden s'est déplacé en Ukraine, c'était dans décembre, je crois, 2015, eh bien, il a obtenu le licenciement du procureur qui, justement, enquêtait sur la compagnie pour laquelle son fils travaillait. Tout cela au nom de la politique américaine. Donc, jusqu'à quel point est-ce que cette politique a été influencée par les sommes d'argent que touchait Hunter Biden, somme d'argent d'ailleurs dont il remettait une partie à son père, même si là c'est pas forcément documenté de manière extrêmement précise, on sait que ça s'est fait à plusieurs reprises. Donc on a tout un réseau de corruption, de trafic d'influence qui s'est fait à cette époque-là et qui a duré et qui s'est étalé sur plusieurs années et qui peut avoir eu une incidence sur la politique américaine. C'est ça qui est majeur. Alors, ce qui est terrible, c'est que quand on vous lit, d'ailleurs, vous l'appelez le fils maudit, ce fameux Hunter Biden, en réalité, on a l'impression que la seule chose qu'il a à offrir et la seule chose qu'il peut faire pour gagner sa vie, c'est vendre finalement l'influence de son père. Absolument.
Absolument, je l'appelle le fils maudit parce que, alors il a une enfance très tragique, hein, sa mère meurt quand il a 2 ans, hein, c'est la tragédie de la famille Biden, mais je l'appelle le fils maudit parce que c'est le fils cadet, donc il arrive en 2e. Dans les familles de la très haute bourgeoisie américaine, c'est toujours l'aîné qui prend un petit peu la primauté. Son frère Beau, lui, a une carrière parfaitement respectable, honorable. Il rentre dans l'armée, il fait des études où il réussit parfaitement, puis il a une carrière politique qui a du succès jusqu'à ce que malheureusement il soit aussi tué un petit peu prématurément par le cancer en 2015. Hunter, lui, il arrive à rien. Et ce qu'il obtient, il l'obtient parce qu'il s'appelle Biden. Il obtient de faire des études à l'université de Yale parce que, par l'entremise de son père, Joe Biden, sénateur à l'époque du Delaware, Joe demande une faveur au président des États-Unis, Bill Clinton, lui-même un ancien élève de Yale, pour faire rentrer son fils Hunter dans cette université prestigieuse pour laquelle il n'a pas les notes qui lui permettraient de rentrer sans ce type de soutien. Le premier job qu'il va obtenir par la suite, il l'obtiendra dans une banque, qui est une grande banque du Delaware, qui elle-même donne régulièrement de l'argent aux campagnes politiques de Joe Biden, et il rentre dans cette banque à la demande de son père, Joe Biden. Donc il a toujours profité de son nom de famille et de l'avantage politique que lui offrait la position de sénateur de son père, Joe Biden. À partir du moment où Joe devient vice-président en 2009, ça change de dimension, parce que là, il comprend que son père va pouvoir augmenter ses tarifs. Voilà, c'est la poule aux œufs d'or. À travers son père, il va pouvoir obtenir de l'argent à droite à gauche de tous ceux qui auront intérêt ou qui estimeront que avoir accès au vice-président des États-Unis, eh bien, ça mérite de rémunérer son fils des sommes extravagantes. Alors, il y a un truc qui est fabuleux, c'est que finalement, ça ne le rend pas vraiment heureux, puisque concrètement, il est un peu dépressif, il est complètement alcoolique, complètement drogué. Il s'adonne à la prostitution, il a des mœurs très légères, pour ne pas dire un peu sordides. Alors, sa vie bascule autour de l'année 2000. Sa vie sentimentale commence relativement honorablement. Il rencontre une jeune femme au début des années 90, juste en sortant de ses études. Ils se marient, ils ont 3 enfants, tout va très bien. Mais son gros problème, c'est qu'il veut devenir riche, vite. Et puis, c'est un enfant gâté. Et c'est quelqu'un qui a un ego qui est quand même assez surdimensionné. C'est pas quelqu'un de très sympathique. Moi, j'ai beaucoup lu pour rédiger mon livre, inévitablement, sur lui. Et même les entretiens et les portraits plutôt favorables que la presse américaine a dressés de lui, c'est pas quelqu'un qui attire beaucoup la sympathie. Et c'est quelqu'un qui refuse de prendre ses responsabilités, qui va toujours estimer que ses échecs sont la faute des autres. C'est une victime. Mm-hmm. Et donc, l'une des attitudes qu'il va développer beaucoup dans les années 2000, c'est qu'il va commencer à boire beaucoup trop. Il a un problème avec l'alcool. Et puis, ce problème avec l'alcool va dégénérer sur un problème avec la drogue, notamment la crack cocaïne, hein, ce dérivé extrêmement puissant et extrêmement destructeur. Et il va également avoir un problème avec le sexe, parce qu'en effet, il a régulièrement recours à la prostitution. Il finira par divorcer, il finira par... les frasques sont assez particuliers. Hein. Oui. Bon, c'est pas la prostitution, c'est sa belle-sœur, il me semble. Voilà, c'est ça. Après le décès de son frère, donc en 2015, ça va déjà très très mal avec son épouse, mais il n'a pas encore divorcé. Il fréquente régulièrement des prostituées, mais ça c'est autre chose. Et il va avoir une liaison amoureuse avec sa belle-sœur, avec la veuve de son frère. Une liaison qui ne durera pas, inévitablement, parce qu'en même temps, il continue de se droguer, il continue de mener une vie totalement excessive. C'est cette vie excessive, d'ailleurs, qui le pousse continuellement à se retourner vers ses financiers étrangers et leur demander de l'argent. Parfois de manière extrêmement brutale, en exigeant des sommes totalement inconsidérées, sans qu'il n'y ait aucune justification pour ces sommes. Et donc, j'avance un peu par rapport à une question que vous pourriez me poser. C'est vrai que lui est un problème réel. Après, nous, d'un point de vue politique, ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est jusqu'à quel point est-ce que Joe a été complice ou a pu bénéficier des comportements de son fils. Et on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'il en a bénéficié. Et à partir de là, il y a une justification à écrire un livre et à ce qu'on enquête sur ce sujet. Alors justement, nombreuses de ces suspicions
sont un peu éclairés par la trouvaille de ce fameux ordinateur dans des conditions un peu surréalistes. Donc le fameux ordinateur de Hunter Biden qu'il donne à quelqu'un pour le réparer tout simplement. Absolument. Et où on trouve des éléments à foison à l'intérieur. Absolument. Alors, il y avait les éléments qui étaient connus, comme par exemple les rapports avec Burisma, parce que ça n'était pas caché. Et d'ailleurs, certaines personnes au département d'État s'en étaient plaints au moment où ces contrats avaient été signés. Mais je dirais que en 2019, lorsque Hunter Biden dépose 3 ordinateurs. Il y en a un qui est irrécupérable, il y en a un que le réparateur lui rend immédiatement parce qu'il a trouvé un moyen de donner accès à son contenu à Hunter Biden lui-même sans qu'il ait besoin d'agir dessus. Et puis il y a ce 3e ordinateur dont il va devoir faire une copie du disque dur parce que le disque dur contient un certain nombre d'informations mais qui ne sont plus sortables de l'ordinateur. Et c'est en faisant la copie de ce disque dur qu'il va découvrir des éléments invraisemblables qui sont l'avis d'Hunter Biden qui est présenté sur le bureau de l'ordinateur de manière extrêmement désordonné, où il y a à la fois des virements bancaires, des vidéos porno, enfin tout est là. On est en 2019, donc on est à 1 an d'une élection présidentielle, et on est surtout à un moment où le président Trump est poursuivi justement en destitution pour ses relations avec le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il y a ce fameux coup de téléphone du 25 juillet où on lui reproche d'avoir cherché à utiliser son pouvoir de président pour obtenir une forme de faveur, c'est-à-dire que les Ukrainiens enquêtent justement sur les agissements du fils Biden, et le fils Biden, c'est le fils du probable candidat démocrate à la présidence. Donc il y a tout un lien ici. Et le réparateur donc, de Wilmington, qui reçoit l'ordinateur d'Hunter Biden, il se dit que lui, il a entre les mains tout un tas d'éléments qui sont liés à une affaire d'État extrêmement importante, puisqu'on est en train de poursuivre le président en exercice, en destitution, à cause de ses relations avec l'Ukraine. Et lui, elle a des éléments qui tenteraient à prouver qu'il y a une vraie corruption ukrainienne et qu'elle lie non pas le président Trump, mais plutôt la famille Biden. Et donc, c'est lui qui va chercher à mettre ce ordinateur à la disposition de la justice. Il le reçoit en avril 2019. Et à partir d'octobre 2019, 6 mois plus tard, Hunter Biden n'est jamais venu récupérer l'ordinateur. Et cet réparateur avait un contrat, au bout de 90 jours, si vous oubliez vos affaires chez lui, vous en perdez la propriété. Et lui peut les détruire ou en faire autre chose. Donc légalement, il est devenu propriétaire de cet ordinateur à partir du délai des 90 jours. En octobre, il appelle le FBI et il leur dit, voilà, j'ai cet élément, je pense qu'il intéresse la justice, je veux le lui remettre. Le FBI va le récupérer, il le récupère en décembre 2019, mais ils n'en font rien. Ils s'assoient dessus, ils ne l'ouvrent même pas, ils ne le regardent même pas. D'ailleurs, quelques mois plus tard, janvier 2020, vous avez le fameux procès en destitution de Donald Trump, personne ne parle de l'ordinateur. Et là, on a une deuxième affaire qui se crée. Si vous voulez, c'est que la corruption du clan Biden, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que j'ai appelé mon livre Cover Up, donc campagne de dissimulation? Parce qu'à partir de là, on a une campagne de dissimulation qui va être menée principalement par le FBI, avec la complicité des réseaux sociaux, avec la complicité des élus démocrates, avec la complicité d'une presse dominante très très complaisante, pour garder sous le boisseau tous les éléments qui vont toucher à la famille Biden. L'ironie de l'affaire, c'est que le FBI se cache sous le prétexte de ne pas interférer avec la campagne présidentielle pour ne rien dire. Mais ils ne disent absolument rien. Alors que cette inaction, précisément, est la plus grande façon d'interférer dans la présidentielle. Exactement. Voilà. S'ils disent quelque chose, c'est vrai qu'on pourrait les accuser d'avoir interféré parce qu'ils mettent en lumière ce qui ne sont que des soupçons. Rien n'a encore été prouvé. Et eux, ils sont encore à souffrir parce qu'il y a quand même, malgré tout, un certain parti pris favorable aux démocrates dans pas mal de fonctionnaires dans ce fameux État profond dont vous parlez, d'ailleurs. Voilà, l'État profond. Eux sont encore, je dirais, ils ont en tête 2016. Et ils sont convaincus que Hillary Clinton a perdu en 2016 à cause de la révélation de ses emails par le FBI quelques semaines, quelques mois avant l'élection présidentielle. D'ailleurs, elle s'en est beaucoup plaint. Donc en 2020, ils ne veulent absolument pas répéter cette erreur et donc ils vont s'asseoir sur cet ordinateur. Ils ne vont rien dire. Ils ne vont pas dire s'il existe ou s'il n'existe pas. Ils ne vont pas dire si son contenu est authentique ou si son contenu est un faux. En fait, ils savent très bien qu'il existe et ils savent très bien que le contenu est authentique. Mais cela aura un impact parce qu'évidemment, quelques mois plus tard, une copie du disque dur va faire surface. C'est-à-dire que le réparateur
À partir du moment où il a voulu confier l'ordinateur au FBI, il a aussi cherché à se protéger. Et il a édité une copie, et il a édité même plusieurs copies. Une qu'il a gardée pour lui, une autre qu'il a envoyée à Rudy Giuliani, qui était l'avocat de Donald Trump, avec une lettre en disant « Si vous recevez ce courrier, c'est que j'ai besoin de votre aide, parce que telle et telle chose se sont produites. » Et dans sa lettre, il raconte son aventure avec Hunter Biden, ce qu'il a trouvé dans l'ordinateur, et il s'interroge de pourquoi est-ce que personne ne parle de cet ordinateur, alors même qu'il contient des informations qui seraient extrêmement utiles, compte tenu du contexte politique. Alors, on va peut-être s'intéresser justement... vous avez parlé des procès en destitution de Donald Trump qui s'accumulent. Je ne sais même plus à combien on en est aujourd'hui. Il a eu, lui, quand il était président, il y a eu deux procès en destitution, dont l'un s'est déroulé même après son mandat, à cause des événements du 6 janvier. Mais là, dans le cadre de la campagne présidentielle, il est face à 4 affaires. Il a 4 affaires. Une affaire à New York concernant sa campagne de 2020 qui est totalement dérisoire. Une deuxième affaire qui se déroule d'ailleurs en ce moment, le procès se déroule en ce moment face au procureur général de l'État de New York, mais là c'est sa société qui est poursuivie. Donc c'est pas lui directement, mais c'est son organisation. Mais le but quand même c'est de le faire tomber à travers sa firme. Et de jeter l'opprobre sur sa personne de toute façon. Absolument. Une troisième affaire qui concerne évidemment la détention de certains documents classifiés au-delà de sa présidence, l'affaire qu'on appelle l'affaire de Mar-a-Lago, du nom de sa résidence en Floride, parce que c'est là où on a retrouvé les documents. Et puis une quatrième affaire qui est beaucoup plus politique sur son comportement vis-à-vis des fonctionnaires de l'État de Géorgie, et sa contestation des résultats en 2020, où il aurait pu commettre des abus de pouvoir, obstruction de justice, et choses comme ça. Absolument. Alors, il a dénoncé des fraudes, mais lui, on l'accuse d'abus de pouvoir pour avoir dénoncé ces fraudes. C'est une affaire qui pourrait s'effondrer parce qu'à mon avis, beaucoup de ce qui rentre dans le cadre de cette affaire est protégé par le premier amendement, c'est-à-dire le droit de la liberté d'expression, surtout quand il s'agit du président. L'affaire de Mar-a-Lago, pour moi, ça ne mérite pas de passer par un procès. En général, ce sont des litiges qui sont gérés entre les archives nationales et les présidents, parce que tous les présidents conservent inévitablement une partie de documents qui ne leur revient plus. Et puis les deux autres sont totalement dérisoires. Mais là, l'objectif de ceux qui le poursuivent, c'est tout simplement de l'empêcher d'être candidat, de l'empêcher de faire campagne, de parvenir à un stade où il aura tellement d'affaires sur le dos que l'électorat se détournera de lui. Leur problème, c'est exactement l'inverse qui se produit. Bien sûr. C'est-à-dire que Donald Trump n'a jamais été aussi haut dans les sondages, il n'a jamais été aussi haut dans les sondages au sein du camp républicain, et même aujourd'hui, au sein des électeurs qui se disent indépendants, et même au sein de certains électeurs démocrates qui se rendent compte que la présidence de Biden... Ce qui lui manquait d'ailleurs, si je ne m'abuse, c'était l'électorat ventre mou un peu qui lui manquait. Absolument, beaucoup. C'est ce qui lui a fait défaut en 2020. Là, les sondages... Alors, on n'est qu'à un an de l'élection. Bien sûr. Mais les sondages dans certains de ce qu'on appelle les fameux États clés, les swing states en anglais, excusez-moi, mais ces États les plus importants, ils devancent Joe Biden. Et les démocrates commencent à se faire du souci. On verra comment la campagne évolue, mais à l'heure actuelle, toutes les affaires qu'on a essayé de lui mettre sur le dos n'ont absolument pas porté préjudice à sa campagne présidentielle. Alors avant de parler justement de la campagne présidentielle qui s'annonce pour l'année prochaine, faudrait revenir aussi sur Joe Biden qui, malgré le fait que les médias parlent essentiellement des mises en accusation, j'allais dire, de Donald Trump, Joe Biden lui aussi a un procès en destitution sur la tête. Bien sûr, il a un procès en destitution à partir des éléments dont je parle entre autres dans ce livre, parce que ce qui s'est passé après 2020, donc on en revient à l'affaire du FBI. Le FBI s'assoit sur l'ordinateur, ne fait rien. Mais la copie finit par circuler. Elle sort notamment à travers des reportages du New York Post. Le New York Post, c'est le deuxième quotidien de la ville de New York, le plus ancien quotidien américain au passage, mais le deuxième d'ailleurs, le New York Times, qui est le quotidien de la gentry, de l'intelligentsia. Le New York Post est un petit peu plus populaire. Et juste avant l'élection présidentielle de 2020, je raconte l'épisode dans mon livre, le New York Post sort ce qu'on appelle un scoop concernant justement l'ordinateur d'Hunter Biden, l'affaire de Burisma, où on a des soupçons très évidents et des éléments de preuve tendant à prouver qu'il y a eu corruption, une corruption qui a impliqué à la fois Hunter Biden et à la fois Joe Biden. Et tout le monde pense que cet élément va faire basculer l'élection présidentielle, mais c'est pas ce qui se passe. Justement parce que le FBI n'intervient pas pour dire cet ordinateur est authentique et qu'au contraire, il y a une campagne qui se met en place, orchestrée en partie par les démocrates et par d'autres pour dire ce n'est que de la désinformation russe.
L'ordinateur n'existe pas, ces informations sont des fausses. Et on va voir même sortir, et ça c'est absolument pour moi phénoménal en termes de campagne de dissimulation, il y a une lettre qui va être rédigée et signée par une cinquantaine de membres du renseignement, des officiers en exercice et des officiers en retraite, dont des gens qui ont occupé des postes très importants, directeur de la CIA, conseiller à la sécurité nationale. Et ces gens vont rédiger une lettre pour dire, attention, l'ordinateur a tous les éléments d'une campagne de désinformation russe. Mais on n'est pas loin du parjure quand même. On est au-delà du parjure. Alors, il faut relire la lettre parce que ces gens sont très intelligents et l'ont très très bien rédigée. C'est-à-dire que dans la lettre, comme beaucoup de gens qui sont adeptes de la diplomatie, ils ont un langage qui est un petit peu pondéré. Ils parlent d'éléments qui sont caractéristiques d'une campagne de désinformation russe. Oui, oui. Ils ne disent pas « c'est une campagne de désinformation russe ». Par contre, quand la presse, elle, la presse américaine rend compte de ce courrier, elle écrit en gros titre « l'ordinateur est de la désinformation ». Et du coup, c'est ce que les Américains entendent, et c'est ce qu'ils comprennent, et c'est ce qu'on leur dit juste avant l'élection. Depuis, tous ces officiers sont revenus et avec plus ou moins de remords. On dit oui, on savait très bien que c'en était pas une, mais c'était des éléments de langage qui avaient été décidés et mis en avant pour aider Joe Biden, parce que quelques jours après la parution de cet article, il y avait un débat contre Donald Trump, et donc on a voulu donner des éléments pour qu'il puisse se défendre inévitablement face aux accusations de corruption qu'allait porter Trump contre lui. Et ça a parfaitement marché. Donc là, on a une vraie campagne de dissimulation. Ça pourrait même aller plus loin, parce que si par exemple, les éléments qui ont été communiqués et qui ne sont pas exploités par la justice, mais qui sont exploités par le Congrès. Parce que le Congrès a un devoir de supervision du pouvoir exécutif. Donc il y a actuellement un certain nombre d'enquêtes menées par un certain nombre de commissions, la commission judiciaire, la commission de surveillance, parfois la commission du Trésor, qui enquêtent sur toutes les activités financières et autres de la famille Biden. Donc ça continue. Et c'est pour ça que cette affaire, elle va pour moi continuer, je dirais, d'embarrasser Joe Biden pendant l'année à venir, parce que les républicains du Congrès, qui eux ont un rôle partisan, on va quand même le reconnaître, ils ont bien compris que la justice ne ferait rien. Et s'ils voulaient parvenir un jour à faire toute la lumière sur cette affaire, c'était eux qui devaient prendre le dossier en main. Simplement, ils le font, je dirais, une étape à la fois, très difficilement, avec je dirais pas un pouvoir limité, mais si vous aviez derrière, une justice qui soit vraiment décidée à travailler sur le dossier, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Là, les informations tombent un petit peu au compte-gouttes. Et alors, on voit justement, il y a un mois, la porte-parole de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, a pris la parole au Congrès en disant finalement, on va l'écouter tout de suite, en disant les républicains, ils n'ont rien trouvé en fait. Oui. See Republicans in Congress, right? They have spent all year investigating the president. That's what they have spent all year doing, and have turned up with no evidence, none. That he did anything wrong. I mean, that is what we've heard over and over again from their almost year-long investigation, and that's because the president didn't do anything wrong. Even House Republicans have said the evidence does not exist. The House Republicans have said that. Alors là aussi, on est un peu dans cette entreprise de dissimulation, parce que finalement, ils affirment que les preuves n'existent pas, et les preuves, quand il y en a, ils les cachent. C'est un peu compliqué quand même, c'est pas vraiment une enquête à la loyale, j'allais dire. Ah non, absolument pas, absolument pas. Et puis là, elle a l'avantage, si vous voulez, que ses propos ne vont pas être, je dirais, challengés par la presse dominante. Vous allez avoir la presse plutôt engagée, comme Fox News ou quelques-uns, qui vont mettre ça en doute, mais les grands journaux quotidiens et les grandes chaînes de télévision ne vont pas le faire. Mais ce que Karine Jean-Pierre dit ce jour-là, c'est faux. On sait très bien que c'est faux, parce que il y a des preuves. Il y a des preuves. L'affaire Burisma dont on parlait au début, elle est parfaitement documentée. Et on sait très bien que Hunter Biden a été engagé au mois d'avril contre $1 million, on l'a dit, que immédiatement il a été mis au courant d'un certain nombre de difficultés vis-à-vis de ce procureur, que Joe Biden est venu en Ukraine en décembre de cette année-là, que juste avant la venue de Joe Biden, il y a eu un coup de téléphone, il y a eu une réunion. La réunion se passait, je crois, elle était à Dubaï ou quelque part dans les Émirats. Et
Hunter Biden a participé à cette réunion. On lui a indiqué qu'à l'occasion de la venue de son père, le mois suivant, il fallait que quelque chose soit fait contre le procureur. Hunter a convenu d'appeler son père. Il a appelé son père. C'était en vidéoconférence ou au moins en audioconférence. Et il a dit à son père texto, je suis avec les dirigeants de Burisma, ce sont nos amis, ils ont besoin de notre aide. Il a dit, ils ont besoin de notre aide en anglais. Et 15 jours plus tard, le procureur qui les dérange est limogé. Et cette information, on l'a parce qu'elle a été confirmée par un certain nombre de témoins. Un témoignage, que je sache, c'est une preuve. Mais en Ukraine, ça choque personne que en Ukraine, ça ne choque personne que le président des États-Unis puisse intervenir pour virer un procureur ? C'est une très bonne question. Alors, j'ai pas beaucoup enquêté du côté ukrainien, je me suis plutôt concentré sur le côté américain. Bien sûr. Mais les dirigeants de l'époque, manifestement, n'en ont pas été très gênés, parce que Viktor Shokin sera licencié quelques mois plus tard. La demande de Biden, elle est faite au mois de décembre, je crois que c'est 2015. Lui, il est viré fin février, début mars 2016. Il est remplacé par quelqu'un dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans le bouquin. Et 8 mois plus tard, l'enquête est close. Et je crois que c'est en janvier 2017, Mykola Zlochevsky, donc le patron de Burisma, fait un communiqué en disant « Nos ennemis judiciaires sont derrière nous, on peut repartir, la vie est belle, tout va bien, tout est terminé ». Voilà, donc on sait très bien comment ça s'est fini. Donc l'intervention des Biden, de Hunter et de Joe Biden, elle a eu un impact direct. Et cette intervention, personne ne la nie. Donc là, on a une preuve qui est évidente. Et puis ensuite, vous avez 2 autres natures de preuves. Les autres preuves, ce sont tous les rapports qui ont été remis par différentes banques américaines au département du Trésor sur des versements illicites, ce qu'on appelle des versements suspects. Enfin, Hunter Biden a quand même beaucoup de chance. Il y a énormément de gens qui lui envoient des millions de dollars sans que jamais il n'y ait rien qui ait été fait pour justifier un tel versement. Ces rapports, ils existent. Ce sont des preuves. C'est amusant parce que je vous interromps, pardon, la semaine dernière, je recevais le criminologue Xavier Hofer, on a fait toute une émission sur l'affaire Jeffrey Epstein, pour des raisons différentes, mais on a constaté avec lui que les éléments qui devaient attirer l'attention, ne serait-ce que des banques, avec des versements absolument incroyables, dans la banque JP Morgan, qui est quand même pas la petite banque du coin, et finalement tous les gens qui étaient à la base, entre guillemets, des employés de banque disaient « Oh là là, c'est quand même très étrange, c'est quand même très étrange », ça montait dans la hiérarchie, et il ne se passait jamais rien. Et là, on retrouve exactement le même phénomène, en fait. Oui, je pense qu'on est exactement dans le même cas de figure. Après, peut-être qu'un jour... C'est dommage, ils n'étaient pas copains, parce que sinon, la boucle était bouclée. Oui, mais je pense que Hunter, il serait bien amusé sur l'île d'Epstein. Ça lui aurait plu. Mais sans toute ironie mise de côté, il y a un deuxième élément derrière tout ça, si vous voulez. C'est clair que nous discutons du fond de l'affaire. Mais dans la politique américaine, c'est pas forcément le fond de l'affaire qui va vous faire tomber, c'est votre comportement après que l'affaire ait été révélée. Et là, le problème de Joe Biden, il n'est plus de savoir si oui ou non il a bénéficié financièrement des activités de son fils, même si on est quasiment sûr que la réponse est oui. Son problème, c'est qu'il a considérablement et plusieurs fois menti sur la nature de ses relations avec son fils. C'est-à-dire que depuis 2020, on lui a toujours interrogé sur quels étaient vos liens d'affaires avec ce que faisait Hunter, et il disait « Je n'étais pas au courant de ce que faisait Hunter, je n'en savais rien ». Eh bien aujourd'hui, on a un certain nombre d'éléments qui démontrent que ça, c'était faux. Donc le président des États-Unis a menti à plusieurs reprises, et il y a un moment où ce mensonge devient du parjure et peut être poursuivi. C'est là aussi où l'expression cover-up, si vous voulez, dissimulation, rentre en ligne de compte, parce que le président lui-même participe à cette campagne de dissimulation et en y participant commet des parjures et commet ce qui correspond à une obstruction de justice. Donc pourrait un jour lui-même être destitué pour cela. Il y a aujourd'hui au Congrès des États-Unis une enquête en cours en vue d'une possible destitution de Joe Biden, qui est liée à toute cette affaire. Parce que, vu que la justice rechigne à travailler sérieusement sur le dossier, eh bien ce sont les parlementaires qui s'en sont donné la charge, évidemment avec un objectif politique derrière, mais il y a des éléments qui sont, je dirais, concrets et dont tout le monde dispose pour aller dans ce sens. C'est ce que je précise dans mon livre. D'ailleurs, en première page, moi, j'ai pas les moyens de mener l'enquête. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé les pièces du puzzle. Tous ces éléments sont connus. Ils sont dans des rapports budgétaires, dans des rapports parlementaires, ils sont dans des enquêtes même dont certaines ont été rendues publiques, ils sont dans des articles de journaux, dont ceux de New York Post, qui a quand même
couvert de manière extrêmement détaillée toutes ces histoires. Donc il y a énormément d'éléments à disposition. Ils sont dans des interviews que Hunter Biden lui-même a donné. Et ils sont dans des témoignages de ses proches qui ont été faits depuis. Donc il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de caché. Simplement, il y a une volonté de la part d'un certain nombre d'intervenants aux États-Unis de garder tout ça sur le boisseau, surtout de ne pas en parler jusqu'à la fin du mandat de Biden, et on verra où ça va. Alors, dans votre titre, vous dites le clan Biden, et le clan Biden ne serait pas au complet si on n'évoquait pas le troisième larron, Jim Biden, qui lui est plutôt mêlé sur les questions de collusion avec la Chine. Et alors je dois dire que ça, vous m'aviez déjà surprise la dernière fois en évoquant cela, et c'est quand même assez incroyable de se dire qu'aujourd'hui, le président américain a peut-être des liens d'intérêt avec la Chine. Le dossier chinois, c'est sans doute le plus préoccupant. Parce que on ne sait pas jusqu'où vont ces liens. Jim Biden, c'est le frère de Joe. C'est le frère cadet de Joe. C'est quelqu'un qui, pareil, n'a pas eu une carrière extrêmement grandissime, mais qui souvent a été lié au partenariat de Hunter. Les Biden font tout en famille. Quand les structures qui ont été montées par Hunter Biden pour récupérer un certain nombre de financements étrangers, c'était toujours des structures à plusieurs, et il y avait une part pour Jim. Et puis cette part versée à Jim, parfois elle était reversée à Joe. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, il y a un chèque de $200 000 qui a fait surface, qui a été communiqué par justement l'une des commissions parlementaires qui enquête sur le sujet. Un chèque de Jim à Joe, officiellement pour rembourser un prêt, mais le prêt, on n'en a pas trace. Ouais. Par contre, c'est $200 000 qui ont bénéficié dans la poche de Joe et dont on ne connaît ni la justification ni l'origine. Mais c'est vrai que Hunter Biden a été lié à deux compagnies chinoises. Hein. La première s'appelait Bohai, c'était une compagnie d'investissement. La seconde, c'était CEFC, c'était une compagnie d'énergie. Les premiers voulaient acheter des terrains, de l'immobilier, des terres arables, faire de l'investissement également dans des gisements d'hydrocarbures aux États-Unis. Les seconds travaillaient beaucoup dans les hydrocarbures et voulaient monter des partenariats entre la Chine et différentes compagnies américaines. Et on ne sait pas jusqu'à quel point les liens entre ces sociétés et la famille impliquent Joe Biden. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le président est compromis ? Et quand on observe la politique de Joe Biden depuis une bonne dizaine d'années, on peut se poser des questions. Parce qu'il y a quelque chose qui est très trouble dans sa position, c'est-à-dire qu'il part toujours en bien de la Chine. On considère, et les stratèges vont considérer qu'aujourd'hui, le premier rival économique, militaire, stratégique des États-Unis dans le monde, c'est la Chine. La puissance montante du XXIe siècle, c'est la Chine. Il y a une rivalité, il y a une hostilité, mais il y a une rivalité qui est évidente, qui peut passer par des différents partenariats commerciaux. Mais ce sont quand même deux pays qui rivalisent l'un avec l'autre et surtout qui représentent deux modèles. Malgré tout, les États-Unis, c'est toujours le modèle libéral, et la Chine constitue une forme de modèle autoritaire et très centralisé. Donc il y a une concurrence idéologique entre ces deux éléments. Joe Biden, quand il parle de la Chine, il dit il n'y a rien à craindre. Ils ne sont pas capables de nous battre, il faut au contraire en faire nos partenaires, il faut aider la Chine. Quand la Chine a une croissance économique favorable, eh bien ça bénéficie aux États-Unis. Il a toujours eu un langage extrêmement favorable à la Chine, alors que sur le plan stratégique, vous avez quand même la question de Taïwan, et vous avez toute la question de la circulation commerciale en mer de Chine, qui est l'un des éléments les plus chauds de la planète aujourd'hui et des plus tendus entre ces deux pays. Et quand Joe Biden met en avant une politique économique qui tente à détruire tout, je dirais, le secteur énergétique américain, pour se tourner, vers l'électrique, 2, vers des importations ailleurs. Enfin, ça, il y a d'autres pays qui le font, sans avoir forcément des liens avec la Chine. Mais on n'en comprend pas la justification. Quand on est les États-Unis, que vous avez les premières réserves hydrocarbures au monde, que vous avez le potentiel d'être le premier producteur d'énergie au monde en hydrocarbures ou gaz naturel, ce qu'était parvenu à faire Donald Trump, que vous avez même la capacité d'exporter une partie de production, quel besoin avez-vous de tuer ce secteur et de vous tourner vers un secteur comme le secteur électrique qui va vous obliger à acheter des terres rares dont la Chine dispose et dont vous ne disposez pas vous-même.
Les États-Unis, depuis ce virage opéré par l'administration Biden, se jettent dans les bras de la Chine et deviennent dépendants de la Chine. Et on n'en comprend pas la justification. Mais en Europe non plus, et pourtant c'est à peu près les mêmes élans. Il y a peut-être des intérêts économiques derrière dont personnellement je n'ai pas forcément conscience. Mais toujours est-il qu'aux États-Unis, il est fréquent d'avoir un discours, je dirais, plutôt dur vis-à-vis de la Chine. Bien sûr. C'est celui qu'avait Joe Biden, c'est celui qu'avait Donald Trump, surtout sur le plan commercial, en leur disant on peut faire des affaires, mais à condition de travailler de manière un petit peu plus équitable. Joe Biden ne tient jamais ce discours. Alors, moi, j'ai envie de dire un peu dans ce clan Biden, comme vous dites, concrètement, il y a une sorte de drogué alcoolique. Le fils. Le Hunter. fils. Un raté, l'oncle. Oui. Et un qui, quand même, commence à flirter dangereusement avec la sénilité, quoi. Ah oui, il a une carrière qui est allée beaucoup trop loin. Joe Biden, alors je ne sais pas comment on peut définir le succès. Si on définit le succès comme de parvenir à ce que vos capacités ne vous autoriseraient pas à arriver, on peut dire qu'il a totalement réussi. Ah bah c'est sûr. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais dû devenir président, dans la réalité. Et quand il s'y a essayé en 88 la première fois, il s'est cassé la figure de manière monumentale. Et on a constaté d'ailleurs à l'époque... Au sens figuré cette fois, parce que maintenant c'est au sens plutôt... Oui, au sens plus c'est exact, voilà. Mais on a observé dès ce moment-là, 88, il a une quarantaine d'années, il porte beau, c'est un grand monsieur, etc. Mais il a un défaut fondamental, Joe Biden. Il a, je dirais, quasiment congénital, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher de mentir. Il ne peut pas s'empêcher d'embellir la réalité, il ne peut pas s'empêcher de s'inventer des actes d'héroïsme qu'il n'a pas eus. Il ne peut pas s'empêcher de plagier certains autres. Sa campagne de 88 s'est effondrée rapidement parce qu'on s'est aperçu qu'il plagiait les discours d'un chef travailliste britannique. Ce qui, franchement, n'est pas très sérieux quand on est candidat à la présidence des États-Unis. Donc en 88, il s'est cassé la figure. Il a réessayé en 2008, en même temps que, souvenez-vous, Barack Obama et Hillary Clinton. Il a terminé 5e de la première primaire, celle de l'Iowa, et il a dit on s'arrête là. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui longtemps poussé, une fois devenu vice-président, à laisser Hunter Biden, son fils, aller un petit peu au-delà de ce qui aurait été acceptable. Parce qu'il s'est dit, voilà, c'est mon dernier passage. Voilà, oui. On en profite. Après quand je serai 2017, ce sera terminé, il n'y aura plus rien. Et puis il y a eu la défaite d'Hillary Clinton et il a eu une deuxième vie ou une troisième vie. Maintenant, c'est vrai qu'il est très âgé. Il est surtout fatigué parce que c'est pas forcément une question d'âge. Vous avez des gens qui ont... Il a 81. Il est né en 42. Novembre 42. Donc, il va avoir 81 ans le mois prochain. Il y a des gens qui ont 81 ans qui sont parfaitement sains d'esprit, extrêmement dynamiques. Donald Trump n'a que 4 ans de moins. Donc, mais il a quand même un dynamisme qui est tout autre. Donc... c'est vrai qu'il est âgé, mais il est surtout très très fatigué. Et manifestement, il a des difficultés cognitives qui sont évidentes. Il est incapable d'avoir une pensée suivie sur la durée. Et la durée, c'est au-delà d'une minute. Je crois que nous avions parlé la dernière fois ensemble de comment il avait été coupé par son propre staff alors qu'il donnait une interview quand c'était au Vietnam, je crois. On lui a posé une question, il a commencé à répondre et on a coupé le micro parce qu'il disait n'importe quoi. Donc il y a de vrais problèmes. Alors justement, je vous propose de regarder une petite vidéo où on va constater qu'effectivement sur le plan cognitif, c'est quand même pas la fusée d'Elon Musk, mais il va justement parler d'Elon Musk parce qu'on va le voir dans la question de cover-up, de cette entreprise de dissimulation. Elon Musk a peut-être joué un rôle. I think that Elon Musk's cooperation and/or technical relationships with other countries is worthy of being looked at. Whether or not he is doing anything inappropriate, I'm not suggesting that. I'm suggesting that it's worth being looked at. But that's all I'll say.
Bon, c'était il y a 1 an, il n'était déjà pas au top de sa forme, hein, c'est réalisé sans trucage, nous n'avons absolument pas ralenti Joe Biden. C'était vraiment comme ça que les gens qui l'écoutaient ont pu l'écouter. Toutefois, sur le sujet d'Elon Musk, on sait que depuis, il a racheté Twitter, qui s'appelle désormais X, et l'essor de ce média social, de ce réseau social, a permis la libération de la parole sur les questions qui entouraient Joe Biden. Oui, de toute façon, c'est vrai. Alors, je ne connaissais pas votre clip. Hein. C'est la première fois que je. Ça aurait été dommage de le rater quand même. Ah non, il était au top. Il est incroyable. Il est incroyable. Vous avez, c'est le vrai Joe Biden d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 2 phases dans son discours. Il y a une première phase où il ne sait pas ce qu'il doit dire. Donc, vous avez une pause parce qu'il n'a pas le mot d'après. Et puis, vous avez la deuxième phase. À la fin, il s'arrête parce qu'il se rend compte qu'il est en train de dire n'importe quoi. Et il y a énormément de ces interventions publiques qui se terminent comme ça. Je m'arrête là parce que je vais trop loin ou je ne sais pas où je vais. Et il le reconnaît carrément. Donc ça, sur le... Parfois, il part d'ailleurs, hein, complètement. Oui, ça lui arrive aussi. Et des fois, il va dans le mur et des fois, il va à côté. Non, mais il a c'est pathétique, c'est triste. C'est l'erreur 404 il est quand même du le président laptop. Il est le président de la première puissance mondiale. Hein. Non, mais là, il y a un vrai problème. Mais bon, pour parler de ça, on l'avait d'ailleurs déjà évoqué, on sait très bien que c'est pas lui qui gouverne. Quand vous avez une personne comme ça à la tête de l'exécutif, eh bien, tous les hauts fonctionnaires sont rois. Parce qu'il n'y a pas de répondant en face. Donc on sait très bien qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis une administration Biden qui est principalement staffée, peuplée de vétérans de l'administration Obama, et ce sont eux qui dirigent le pays, contrôlent le pays et disent à Joe Biden ce qu'il faut le dire quand ils ont le temps de lui dire, parce qu'il n'est pas capable seul de le faire. Donc ça c'est un vrai problème. Là on ironise. Puis il donne des surfroides à tout le monde, parce que là il est allé il n'y a pas très longtemps en Israël, il y a Blinken à côté qui est tétanisé. Oui, absolument. On se demande ce qu'il va faire. Oui, et on se demande ce qu'il va dire. Et on n'est jamais déçu. Quand on est suffisamment patient pour attendre. Oui. Bien. Mais pour en revenir à votre question. À Elon Musk. À Elon Musk. Donc c'est vrai que Musk a racheté Twitter. Justement, j'en reviens à Cover Up, parce que Twitter a été impliqué dans la campagne de dissimulation. C'est-à-dire que, souvenez-vous de mon petit épisode là du 14 octobre, le fameux article du New York Post, ce scoop sur les révélations de l'affaire Burisma, eh bien, les réseaux sociaux vont couper l'accès du New York Post à Internet. C'est-à-dire, principalement Facebook, mais à l'époque, surtout Twitter. Ils vont intercepter tous les messages qui mentionnent l'article de New York Post, parce qu'ils considèrent que c'est de la désinformation. Alors, au passage, ils ont été briefés tout au long de l'année par le FBI. Le FBI, je racontais tout à l'heure, s'assoit sur l'ordinateur pour ne rien faire, mais immédiatement, ils prennent contact avec justement un certain nombre de réseaux sociaux en disant « Attention, nous soupçonnons une affaire russe, nous soupçonnons une tentative de déstabilisation et de désinformation venant de Moscou qui passerait par les réseaux sociaux et qui pourrait concerner des informations touchant au fils de Biden. » Ça, ils le disent à travers tout un tas de communications de janvier 2020 à octobre 2020. Et les réseaux sociaux, eux, ils écoutent. Vous avez une division de Twitter qui a des rencontres et des réunions régulières, soit en personne, soit en vidéoconférence avec le FBI, pour les tenir au courant de ce que le FBI sait, du type de message qu'il faut être prêt à intercepter parce qu'il s'agirait de désinformation. Et donc, quand l'information du New York Post paraît, que le FBI ne la confirme pas comme authentique, eh bien, la réaction automatique des réseaux sociaux, c'est de mettre le couvercle sur cette information et d'empêcher qu'elle soit diffusée. Donc là, le Twitter d'avant Elon Musk participe à une campagne de désinformation et à une forme d'ingérence dans la vie politique américaine. Au-delà de cela, il y avait un certain discours qui était censuré plutôt qu'un autre. Et Elon Musk a racheté Twitter pour 2 choses. La première, c'était justement pour qu'il n'y ait pas un seul type de discours qui soit toléré sur cette plateforme sociale. Et ensuite, c'est parce que je pense qu'il y a vu, au-delà même de ce qu'est Twitter aujourd'hui, un potentiel de communication encore plus important et qu'il va s'efforcer de développer. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le Twitter d'Elon Musk n'a rien à voir avec le Twitter précédent, parce qu'en effet, il n'y a plus
l'imposition systématique de garde-fous. Par contre, si vous avez regardé, moi je vais souvent sur Twitter, je continue à l'appeler Twitter, oui. Plutôt que de l'appeler X, mais il y a beaucoup de compléments d'information. Ils n'arrêtent pas de mettre des petites notes quand vous faites un tweet, quand vous envoyez un message. Des éléments de contexte. Éléments de contexte, voilà, absolument. Exactement. Certains sont justifiés, d'autres beaucoup moins. Alors justement, c'est quand même très impressionnant parce que quand Elon Musk a récupéré Twitter, en gros, il a révélé ses faits, c'est-à-dire que ces entreprises massives de censure dictées par les autorités américaines. Oui. Alors ça s'est effectivement appliqué aux affaires de Joe Biden, ça s'est appliqué aussi grandement pendant la crise du Covid-19. Hein. Ah oui, ça c'est le deuxième élément. Alors absolument. Alors je n'en parle pas. C'est pas le sujet, bien sûr. Moi, je suis sur le clan Biden. Mais c'est vrai que si vous parlez de campagne de dissimulation et campagne de désinformation, ça commence à sortir aujourd'hui. Ça pourrait être le deuxième scandale politique le plus important de l'histoire des États-Unis, parce que là, c'est pas une personne. Ça se limitera pas aux États-Unis, hein, celui-là. Sans doute. Mais ça a eu lieu aux États-Unis aussi, avec la complicité du gouvernement. On le sait, un certain nombre d'informations totalement fausses ont été passées. Il y aurait un livre à faire sur la question du Covid. Et le sénateur qu'il faut suivre aux États-Unis, c'est le sénateur Paul Rand, sénateur du Kentucky, qui d'ailleurs est médecin, au passage, et qui, lui, a toujours soupçonné, je dirais, qu'il y ait quelque chose de la part du gouvernement, et qui en veut beaucoup au fameux Dr Fauci, cette autorité médicale qui est apparue à ce moment-là, concernant aussi bien les informations sur l'origine de la pandémie, que sur la capacité à se développer de cette pandémie, que sur la justification et le côté, la sécurité des vaccins. Et aujourd'hui, où cette affaire est plus ou moins terminée, on va dire, vous avez malgré tout des enquêtes parlementaires qui font des révélations, et à mon avis, on n'en est qu'au début. Je pense qu'il y aura, de la part du Congrès des États-Unis, des éléments qui pourront, à un moment ou à un autre, déboucher sur de véritables poursuites contre Fauci et contre d'autres. Mais là, on a un vrai problème, je dirais, le problème qui découle de celui-ci, c'est la perte de confiance dans les élites. L'une des difficultés de la gouvernance aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'il y a une crise, eh bien, les dirigeants sont pris en flagrant délit, peut-être d'incompétence, mais surtout de mensonges et de dissimulation. Ça menace le système de l'intérieur. Et pour moi, le problème le plus grave, il est là. Alors justement, revenons-en encore une fois à Elon Musk. La question qui se pose, bien entendu, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Ce sera la première fois que finalement Elon Musk sera à la tête de Twitter lors d'une élection présidentielle américaine. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être, je vais faire comme vous aimez bien, un anglicisme, un game changer? J'ai pris mon élan. Hein. Bravo, c'est très courageux de votre part. Un game changer. Oui et non. Oui et non, parce que Twitter n'est plus seul. Et d'ailleurs, ils ont fait des émules. Vous avez évidemment le réseau social principal de Donald Trump aujourd'hui, et Donald Trump a contribué considérablement à la gloire de Twitter, s'appelle Truth. Alors, c'est pas un anglicisme, c'est son nom anglais, il n'y en a pas d'autre. Il s'appelle Truth Social, ce qui veut dire réseau social de la vérité. Truth en anglais, c'est la vérité. Et c'est beaucoup suivi parce que quand vous voulez savoir ce que pense Trump, il faut aller là d'abord. Même si ce qu'il écrit sur l'un est repris sur l'autre, malgré tout, c'est devenu son véhicule de communication. Et puis on constate aussi, et ça à mon avis c'est plus perfide et il faudra suivre un petit peu ce qui se développe, on constate certains départs de Twitter. C'est-à-dire que les intervenants les plus progressistes, les intervenants les plus à gauche, refusent maintenant d'être sur Twitter parce qu'ils y rencontrent une contradiction qu'ils ne rencontraient pas avant. Et du coup, ils n'aiment pas ça. Et du coup, on a un certain nombre de gens qui vont vous vanter d'autres plateformes de substitution à Twitter, dont, enfin, pas forcément les noms en tête ici, mais qui commencent à exister, et qui font que Twitter n'a plus le monopole qu'il a eu pendant un certain nombre d'années, principalement jusqu'à la campagne de 2020, et qu'on se rend compte que ce monopole avait des conséquences politiques et qu'il était mieux d'ouvrir le secteur. Et donc je pense que ça peut être un game changer, oui, ça peut être surtout un game changer, non pas forcément dans le potentiel de diffusion de Twitter, mais dans l'état d'esprit que ça signifie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malgré tout,
aux États-Unis et peut-être ailleurs, eh bien, on se sent moins brimé dans son expression et qu'on va peut-être se mettre à appeler un chat, ce qui va faire avancer un petit peu plus le débat. Alors, on va quand même se projeter sur la question de la présidentielle dans un an. Bien sûr, parmi les grands enjeux, il y aura la question internationale avec cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus, une opinion américaine qui est de plus en plus convaincue qu'il faut arrêter les frais, désormais un conflit au Proche-Orient. Alors, sur la question ukrainienne, peut-être que Donald Trump on se rappelle de sa grande vidéo où il expliquait qu'il mettrait 24 heures à organiser la paix avec le président Zelensky, le président Poutine, parce qu'ils sont les meilleurs amis au monde, etc., etc. Sur la question actuelle du Proche-Orient, en revanche, on a l'impression, et vous allez me dire si je me trompe, que Donald Trump ne ferait pas vraiment les choses différemment que l'administration Biden. Non, mais je pense qu'il a un vocabulaire beaucoup plus ferme. Et il aurait un soutien beaucoup plus affirmé. C'est-à-dire que... À l'égard de qui ? À l'égard d'Israël ? À l'égard d'Israël. Et des mises en garde beaucoup plus violentes, beaucoup plus brutales contre l'Iran. Parce que, malgré tout, tout le monde sait très bien que derrière le Hamas, il y a l'Iran. Voilà. Il y a le Qatar aussi. Ah oui, mais le Qatar, c'est un petit peu différent. C'est sûr. Le Qatar... C'est très différent. Le Qatar, c'est un petit peu différent. Et un intervenant français qui s'appelle Alain Bauer, je crois, signifiait que le Qatar, en fait, c'est l'assistance sociale de Gaza. Le problème à Gaza, c'est que Gaza est gouverné par le Hamas et que le Hamas ne dépense son argent que pour faire la guerre. Donc il ne s'occupe pas de Gaza. Et en fait, sans le Qatar, vous auriez une misère invraisemblable à Gaza. Et donc Gaza, le Qatar paye pour tous les services sociaux qui permettent à ce territoire qui, malgré tout, est totalement invivable, de parvenir à survivre. Pendant que le Hamas prépare la guerre contre Israël. Mais le Qatar fait cela, je dirais presque à la demande, ou pour se complaire aux États-Unis ou d'autres, parce que c'est ce qui maintient le calme à Gaza. Donc le Qatar, de ce point de vue-là... Voilà. Si vous voulez, le Qatar n'a pas d'ambition déstabilisatrice. Mais alors, comment vous expliquez, pardon ? Je comprends mais il y a beaucoup de choses et je pense qu'il faut qu'on s'arrête point par point. Okay. Comment vous expliquez, par exemple, que j'entends votre discours qui peut justifier effectivement le rôle du Qatar à l'égard de la Palestine, mais comment expliquez-vous qu'après une telle attaque d'ampleur qui a eu lieu le 7 octobre dernier en Israël, aujourd'hui, les dirigeants de la branche armée du Hamas, je pense à M. Haniyeh, par exemple, s'exprime depuis le Qatar en toute tranquillité. Vous avez raison, non, vous avez parfaitement raison. C'est inacceptable. Parce que lui, il ne fait pas du social, hein. Non, vous avez raison. Et puis, mais c'est le Qatar qui paye. C'est le Qatar qui paye pour l'hôtel 5 étoiles occupé par M. Haniyeh ou M. Méchal, qui, je crois, est également au Qatar. Mais parce que j'ai posé la question la semaine dernière à Alain Juillet, qui a bossé au renseignement. Lui, il dit... je lui expliquais quand même, on se rappelle de Soleimani qui a été assassiné. C'était un assassinat ciblé par les Américains. Bon, ils ne peuvent pas faire la même chose au Qatar ? Si vraiment c'est ça qui les dérange, les dirigeants du Hamas ? C'était les Américains qui ont éliminer Soleimani. Ils l'ont éliminé sur le sol iranien. C'est bien, là, c'est le sol qatari, c'est des alliés, c'est parfait. Oui, non, je pense pas qu'ils fassent. Je pense que les États-Unis prendraient en considération aujourd'hui des frappes sur les installations pétrolières iraniennes, voire des frappes ciblées sur certains dirigeants des gardiens de la Révolution. Mais c'est pas la méthode Blinken, c'est pas la méthode Austin, c'est pas la méthode Biden. C'est ça tout le problème. La méthode, c'est qu'on s'engouffre pour aller frapper notre ennemi juré qui est l'Iran, mais par contre, les autres qui financent des causes qui peuvent nous arranger, on les frappe pas. Oui, on peut dire ça comme ça. L'autre problème, c'est qu'ils ont peur de leur ombre. Et ils ne veulent surtout pas, ils ont peur d'une escalade. Et ils n'ont pas intégré ce discours qu'on peut prévenir l'escalade en utilisant une menace d'escalade. C'est-à-dire que malgré tout, quand Donald Trump a ordonné l'assassinat de Soleimani, Soleimani était le numéro 2 ou le numéro 3 du régime. Et ça a fait peur au numéro 1 et aux autres qui se sont dit on n'est manifestement pas en sécurité où qu'on soit. Et du coup, l'Iran, après, a été quand même beaucoup plus, en tout cas, a agi beaucoup moins de manière ouverte qu'il le fait aujourd'hui. Donc c'était une bonne chose, selon vous ? Excellente chose, bien sûr. Ça ne fait aucun doute là-dessus.
L'Iran est une puissance, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que la vraie puissance déstabilisatrice au Proche-Orient aujourd'hui, c'est l'Iran. Mais si l'Iran considère que c'est les États-Unis, elle peut par exemple décider de faire un assassinat sur Anthony Blinken. Ah ben s'il le souhaite, oui, enfin il y aura des représailles derrière. Après, la question, je ne sais pas, les Iraniens tuent beaucoup, hein, mais en général, ils tuent leurs propres citoyens. Comme ils ont tué Chapour Bakhtiar il y a une trentaine d'années, et ils continuent de mener des raids à droite à gauche. Donc le régime n'a jamais caché sa nature. Mais c'est le régime qui arme, qui équipe, qui entraîne le Hamas et qui entraîne également le Hezbollah pour prendre Israël au nord et Israël au sud. C'est pas eux qui équipent Al-Qaïda, par exemple. Comment ? C'est pas eux qui équipent Al-Qaïda, par exemple. Pas que je sache ou pas qu'on le sache, mais l'objectif déclaré de l'Iran, c'est d'annihiler l'État d'Israël, et quel petit Satan, et puis ensuite de se débarrasser du grand Satan, qui sont les États-Unis. Alors c'est peut-être un discours qui est destiné à un public intérieur, mais c'est un discours malgré tout qui est soutenu par un certain nombre d'investissements dans la région pour soutenir tous les mouvements armés. Donc la vraie puissance déstabilisatrice ici, on sait très bien que c'est l'Iran. Et je pense que si les États-Unis avaient un discours autrement plus ferme vis-à-vis de l'Iran, ils auraient pu éviter ce qu'a fait. J'en suis pas sûr que c'était évitable, parce que le Hamas prépare ce coup depuis un certain temps, et encore une fois, eux, leur seul objectif, c'est d'éliminer Israël, et ils ne s'en cachent pas. C'est écrit dans leur charte ou dans dans ce que vous voudrez. Donc ils veulent tuer des Juifs. C'est le but de cette organisation. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne soit pas dénoncée, non, de manière beaucoup plus vaste qu'elle l'est, que de voir qu'il y ait en France des manifestations pour soutenir le Hamas. Je trouve ça absolument choquant. Globalement, elles étaient plutôt affichées pour soutenir la Palestine et les habitants de Gaza et pas le Hamas. Le premier ennemi des Palestiniens, c'est le Hamas. Le pire ennemi des Palestiniens, c'est le Hamas. Parce que le Hamas ne veut pas de la paix. Le Hamas est un mouvement morbide, destructeur, qui ne cherche qu'à tuer et qui ne cherchera jamais une solution. Même si on peut s'apitoyer de manière justifiée sur le sort des Palestiniens depuis un certain temps, on ne peut... Comme sur les victimes de l'attentat épouvantable du Hamas, d'ailleurs en Israël. Oui, mais non, vous pouvez pas... Là, il n'y a pas d'équivalence. Ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire d'équivalence. Ce qui s'est passé le 7 octobre, qui ont été ciblés sans aucune raison et qui ont été tués. On ne décapite pas les bébés. Enfin, je veux dire, non, c'est inqualifiable. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est inqualifiable, injustifiable, inacceptable. Ça, c'est de ce point de vue-là. Enfin, moi, je pense qu'il faut être très très clair. Maintenant, le Hamas, pour moi, je le répète, ce n'est pas le peuple palestinien. Bien sûr. Et il n'agit pas dans l'intérêt du peuple palestinien. Donc ça, on peut le dire aussi. Mais toujours est-il que les Américains ont une responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce que justement, Israël est leur premier allié, ils sont les premiers garants de la stabilité dans cette région, et à l'évidence, il y a eu un échec du renseignement, et il y a peut-être un échec au départ de la volonté. Je rappelle que le gros défaut des États-Unis, justement, depuis un certain temps, depuis Obama, depuis ce fameux virage, ce fameux pivot vers l'Asie, les États-Unis sont convaincus que leur premier adversaire sur Terre, c'est l'Asie, et que donc il faut se désengager de l'Europe et se désengager du Proche-Orient, qui ont absorbé leur énergie et leur attention depuis un certain temps pour se tourner vers la Chine, qui est le vrai défi. Le problème, c'est que la réalité continue d'être têtue et de les empêcher de le faire. Parce que dès qu'ils détournent les yeux, il y a un problème qui se crée. Et pour moi, aussi bien la guerre en Ukraine, l'agression russe, que ce qui se déroule aujourd'hui au Proche-Orient, l'attaque terroriste du Hamas, ce sont des éléments qui auraient pu ne pas se produire si les États-Unis avaient fait clairement comprendre avant aux intervenants qu'il n'était pas dans leur intérêt de commencer un tel conflit. Et c'est là où moi j'ai de gros reproches à faire à l'administration Biden. Vous avez une faiblesse qui est, je dirais, innée à cette approche démocrate qui refuse la guerre, qui a peur de la guerre, qui a peur de menaces de guerre, qui veut croire, comme le fait Blinken à chacun de ses discours, que tout le monde instinctivement, naturellement, spontanément, va soutenir la règle du droit, alors que ce n'est pas le cas. Les règles, je dirais, des comportements qui s'appliquent à l'Occident ne sont pas forcément les règles instinctives que d'autres cultures vont avoir. Il y a des endroits où il faut savoir imposer le droit de la force. Mais justement, pas du tout. Pas du tout. C'est absolument pas ce que je dis.
Et je pense que la culture, on est sorti un peu de notre sujet, mais la culture occidentale, elle s'appelle culture occidentale parce qu'elle sied à l'Occident. Bien sûr. Et qu'elle a des racines qui sont chrétiennes, qui sont helléniques, qui sont juives également, qui sont inscrites dans la Bible et dans toute l'histoire qui a été la nôtre, et que cette histoire, elle est la nôtre, et elle nous est propre, et il n'est pas nécessaire de l'exporter au-delà de ce qui constitue l'Occident. Il faut respecter ce que les autres font, et il ne faut surtout pas penser que ces valeurs peuvent convenir à tout le monde. C'est à partir de là où on se trompe. Et ça, c'est malheureusement le grand défaut des démocrates. Ils sont convaincus que tout le monde pense et agit comme eux. C'est-à-dire qu'ils sont motivés par le bien, le sens du bien, et c'est pas le cas. Le Hamas n'est pas motivé par le sens du bien, c'est pas possible. Et en tout cas, c'est pas un bien tel que des gens de culture occidentale comme moi vont le définir. Bien sûr, en tout cas pas le bien de l'Occident, c'est le moins qu'on puisse dire. La question initiale était de voir quelle était la différence sur la politique internationale entre l'administration Biden, je ne vais pas dire Joe Biden parce que ça n'aurait pas de sens, mais l'administration Biden. Oui, il y a toute une administration derrière lui, absolument. Voilà, et l'administration de Donald Trump, s'il revenait au pouvoir, justement sur cette question internationale, aussi bien sur la question ukrainienne que sur la question proche-orientale. Si on évoque aussi la politique interne, on va peut-être quand même s'arrêter rapidement sur la situation économique des États-Unis qui est catastrophique. Oui. 1700 milliards de dollars de déficit, le coût des intérêts de la dette flirte aujourd'hui avec le budget du Pentagone, ce qui, je crois, est totalement inédit pour les États-Unis. Le nouveau speaker du Congrès qui vient juste d'être élu, Mike Johnson, aura donc du pain sur la planche. Oui, mais c'est une très bonne élection. Cet épisode a été particulier, à l'épisode Le speaker de la Chambre, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est l'équivalent chez nous. Yael Braun-Pivet. C'est ça, voilà. Exactement. Pour qu'on puisse faire le... Je pense qu'il a un peu plus de pouvoir. Il est numéro 2 dans la ligne de succession. Après le président, vous avez le vice-président. Après le vice-président, il y a le président, le speaker de la Chambre. C'est un conservateur de Louisiane. C'est quelqu'un qui a 51 ans, chrétien, conservateur, convaincu justement qu'une Amérique forte est bénéfique à la sécurité du monde, proche de Donald Trump, malgré tout. Qui s'est félicité de son élection tout de suite. Absolument. Et qui était intervenu précédemment pour empêcher l'élection d'un autre. Il est quand même le 4e des candidats à avoir réussi. Alors il a été élu à l'unanimité, comme quoi les républicains ont réussi à mettre à plat leurs divergences, ce qui est très très bien. Et comme quoi Trump a un poids. Oui, Trump a une influence. Oui. Il est évident qu'il y a aujourd'hui une division au sein du Parti républicain. Malgré tout, la mouvance MAGA, la mouvance qui est personnifiée par Donald Trump, qui est archi-dominante au sein du parti, n'est pas la seule mouvance. Vous avez toujours d'autres républicains plus modérés, plus centristes sur certains points, beaucoup plus souvent liés à l'establishment, beaucoup plus habitués à faire des compromis avec leurs adversaires ou collègues démocrates, ce qui n'est pas l'attitude d'une nouvelle garde républicaine un petit peu plus intransigeante, un petit peu plus jeune. Et Mike Johnson n'est pas totalement dans cette garde, mais il en est quand même relativement proche. En tout cas, il est proche de Trump. Mais il aura des décisions très importantes à prendre, parce qu'en effet, les États-Unis sont considérablement endettés. Vous avez évoqué un budget en déficit de 1700 milliards de dollars. Mais vous savez que sur les 50 dernières années, eh bien, les États-Unis ont produit 3 budgets en excédent ou équilibrés. Et le reste, 47 budgets totalement en déficit. Donc un déficit s'ajoute à un autre déficit, s'ajoute à un autre déficit, et on arrive à 33 000 milliards de dettes, avec les chiffres que vous avez cités. Et un crédit qui ne cesse pas de parvenir à son terme. Donc le 17 novembre, c'est dans pratiquement une semaine, une dizaine de jours, eh bien le crédit américain va à nouveau venir à son terme, et Mike Johnson devra présider à un vote pour décider de relever le plafond de la dette, comme on dit. Ou bien, s'il n'y parvient pas, eh bien, les opérations du gouvernement seront obligées de cesser, c'est-à-dire que certains salaires ne seront plus payés, le salaire des militaires, le salaire des fonctionnaires, on va fermer les parcs nationaux, on va fermer un certain nombre d'agences. C'est assez peu envisageable quand même, et on n'imagine pas en fait, c'est une cessation de paiement de l'État. Oui, c'est ça, c'est une cessation de paiement temporaire, mais qui aurait des conséquences qui pourraient être gravissimes. En tous les cas, ça a déjà eu lieu, Ça a déjà eu lieu sur une dizaine de jours parce que bien entendu, techniquement, vous avez une opposition. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les États-Unis arrivent au plafond de la dette, et ils y sont parvenus une vingtaine de fois au cours des 10 ou 15 années passées, eh bien, on parvient à un accord
Il y a un accord entre républicains et démocrates pour ralentir le rythme de la hausse du déficit, si vous voulez, mais jamais pour couper dans la dépense. Et donc, il y a certains républicains qui, inévitablement, à un moment, finissent par s'en irriter et dire trop, c'est trop. Donc, nous, on coupe tout, puisque vous ne voulez pas faire des efforts pour réduire les dépenses du gouvernement, eh bien, on va tout arrêter. Et là, on voit très bien, dans un budget qui est celui qui a été présenté par l'administration Biden avec un déficit de 1700 milliards de dollars, vous avez inévitablement un certain nombre de dépenses qui sont totalement inutiles, qui pourraient être évitées et qui pourraient contribuer, si chacun voulait y mettre du sien, à ce qu'on arrive, bon an, mal an, à résorber cette dette. Parce qu'elle est énorme, mais quand vous regardez en pourcentage du PIB, c'est beaucoup moins que d'autres pays, beaucoup plus proches de nous, l'Italie, la Grèce et peut-être même le Royaume-Uni. Donc elle est très très élevée, mais le PIB américain est tellement important qu'en fait, elle ne progresse pas beaucoup en termes de PIB. Par contre, en termes de chiffres, c'est totalement effrayant. Mais il n'empêche que vous avez des républicains qui veulent parvenir à contrôler cette dette. C'était l'un des sujets qui avait d'ailleurs précipité la chute du speaker McCarthy, et c'est l'un des défis de Mike Johnson aujourd'hui. Cette situation économique particulièrement inquiétante des États-Unis, est-ce que vous pensez qu'elle va servir davantage une réélection démocrate ? Joe Biden, je ne sais pas, mais en tous les cas du camp démocrate, ou à l'inverse, une élection plutôt du camp républicain et donc probablement Donald Trump? Non, ça joue pour Trump. Après, est-ce que ce sera suffisant pour le faire être élu une seconde fois? J'en sais rien. Mais il est évident que les Américains votent malgré tout avec le portefeuille. On évoquait la situation internationale, et c'est vrai que deux guerres d'une envergure que sont celles de l'Ukraine et du Proche-Orient, alors qu'on n'avait pas connu ça depuis des dizaines, vingtaines d'années, ça fait peur à beaucoup de monde. Donc la politique étrangère jouera son rôle. Mais là où la politique étrangère n'aide pas Biden, c'est que pour l'instant, les États-Unis soutiennent ces guerres en aide technique, militaire, logistique, tout ce que vous voudrez, mais ils ne sont pas impliqués directement avec leurs propres soldats. Donc il n'y a pas d'union nationale derrière le président dans cet engagement guerrier. Voilà, c'est important. Maintenant, l'économie, ça reste toujours le sujet numéro 1 de toute élection présidentielle. Et la question que tous les candidats posent à chaque fois, c'est est-ce que, financièrement parlant, vous êtes plus à l'aise aujourd'hui que vous ne l'étiez il y a 4 ans? Est-ce que pour vous, ça va mieux ou est-ce que ça va moins bien? Il est évident que pour la majorité des ménages... La question est vite répondue, comme on dit. Voilà. Pour la majorité des ménages américains, ça va beaucoup plus mal. Et c'est même d'ailleurs tragique. On parlait des hydrocarbures tout à l'heure. Vous avez en Californie aujourd'hui une essence qui coûte $7 le gallon, ce qui est absolument du jamais vu. Elle ne devrait pas en coûter plus de 2. Parce qu'il y a suffisamment d'hydrocarbures aux États-Unis pour bénéficier d'un carburant beaucoup moins cher. La hausse des prix depuis que Biden est arrivé approche des 20%, et pour les produits de première nécessité, c'est plus élevé. Vous avez, le chômage va pas trop mal. Le marché du travail est toujours très 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 actif aux États-Unis, mais vous avez toujours énormément d'Américains qui ont 2 jobs pour s'en sortir, inévitablement. Vous avez les laissés-pour-compte de l'économie. Derrière tout le problème des sans-abri. Les sans-abri sont aussi des laissés-pour-compte de l'économie, qu'on tente à ignorer, parce qu'on leur donne une tente et puis on les voit plus, donc ça passe comme ça. Mais c'est un problème qui devient catastrophique, parce qu'il est social autant qu'économique, mais il compte. Donc là, la situation des États-Unis ne bénéficie pas à Joe Biden. Il essaye d'entourer ça différemment. Il a inventé le terme de Bidenomics, où on l'a inventé pour lui, pour lier son programme et les bénéfices qu'il peut avoir. Et la seule partie valable de son programme, il l'a emprunté à Donald Trump, parce qu'elle consiste à chercher à réindustrialiser, à recréer un tissu manufacturier aux États-Unis, et au passage à ne pas faire baisser les tarifs douaniers que Trump avait imposés pour protéger un certain nombre de produits. Donc cette politique-là, il l'a totalement héritée de Donald Trump, et il la copie parce qu'elle est bénéfique d'une certaine façon, de manière plus immédiate aux États-Unis. Mais la situation économique dans son ensemble, pour moi, est beaucoup trop défavorable. Et d'ailleurs, à Joe Biden, il ne pourra pas, à supposer qu'il soit toujours le candidat dans 1 an, ça c'est pas acquis au passage, mais il pourra jamais se défendre d'un bilan favorable. Et c'est ça son défaut. En 2020, il n'avait jamais gouverné. Il n'avait été que le vice-président d'Obama. Donc Trump, voilà, on avait vu ce qu'il savait faire. Et puis il y avait une telle, alliance contre lui que il a fini par perdre. Mais on ne savait pas comment Joe Biden allait gouverner. Là, Joe Biden, il a un bilan derrière lui. Ce bilan n'est pas favorable. Et à partir de là, ça ne l'avantage pas dans le but d'une réélection.
Est-ce qu'on peut se faire une petite projection, un petit agenda sur les prochains mois? Comment va se dérouler cette campagne présidentielle? Quelles sont les grosses échéances? Alors ça commence en janvier, hein. Les primaires commencent toujours en janvier. Avant janvier, on a 2 échéances, donc le 17 novembre, le plafond de la dette. Vous aurez après, avant fin décembre, le vote du budget, parce que malgré tout, les 1700 milliards de dollars, oui, c'est ça, les 1700 milliards de dollars. Ils sont pas toujours, il n'y a pas de signature au bas encore, c'est pas acquis. Mais à partir du mois de janvier, on va se trouver en année présidentielle. Fin janvier, vous avez ce qu'on appelle le début des primaires, c'est-à-dire que chaque État vote un par un pour déterminer le candidat de son parti. Et donc la première primaire, ce sera dans l'Iowa, si je crois, le 24 janvier. Et puis vous aurez après la primaire du New Hampshire, la primaire du Nevada, puis de la Caroline du Nord. Et puis on avance comme ça d'État après État. Pour l'instant, Biden est le seul candidat démocrate, puisque Robert Kennedy Jr. a décidé de se présenter en tant qu'indépendant. Ce qui signifie d'ailleurs au passage qu'il est probable qu'en 2024, il y ait une élection à 3 candidats. Après, le 3e est très minoritaire, mais il y en aura quand même 3 candidats. Il faut déterminer les 2 autres, le candidat républicain et le candidat démocrate. Donc, mais ça pourrait tout changer s'il y avait un candidat qui soit Joe Biden, rejeté en partie, et un candidat démocrate mais indépendant. Qui pourrait attirer le vote des démocrates à la place de Biden. Absolument. Alors, Robert Kennedy Jr. prend des votes un petit peu dans les 2 camps. Pour moi, il en prend plus à Biden, mais il en prend un petit peu dans les 2. Mais vous savez qu'on pourra en avoir 4. Parce que vous avez justement, aujourd'hui, au sein du Parti républicain, une mouvance anti-Trump, notamment menée par Liz Cheney, la fille de l'ancien vice-président et secrétaire à la Défense, qui est une anti-trumpiste de première, qui avait présidé la commission d'enquête sur les événements du 6 janvier, et qui laisse supposer l'idée qu'elle pourrait mener une campagne justement indépendante, non pas pour défier Trump au sein du Parti républicain, mais pour être un 2e candidat en marge du Parti républicain et donc inévitablement lui prendre des voix à l'arrivée pour l'élection générale. Toujours est-il que, quoi qu'il arrive, le parti, lui, va déterminer son candidat. Donc il y en a toujours une flopée pour l'instant. Vous avez Donald Trump qui est très très largement en tête des sondages. Il a autour de 60% selon les États, entre 55 et 60. Et derrière, vous trouvez Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, qui est autour de 20%. Donc il est 30 à 40 points derrière Trump, c'est une marge monumentale. Derrière DeSantis, vous avez Nikki Haley, ancienne ambassadrice à l'ONU et gouverneure de Caroline du Sud, qui est entre 10 et 15. Et puis on va dire que les autres, ils n'existent pas vraiment, même s'ils sont là. Donc ça va se jouer entre ces 3-là, très, très probablement, avec une forte probabilité à ce que Trump remporte la nomination, quels que soient les ennuis judiciaires qu'il pourra avoir à côté. Et ça, on le saura au bout de quelques primaires. On verra comment ça se passe en janvier, février. À partir du mois de mars, vous avez un Super Tuesday, c'est-à-dire un mardi avec un certain nombre d'États qui votent en même temps. Et je pense que le candidat qui permettre de se dégager vraiment une grosse tendance. Le vainqueur du Super Mardi, excusez-moi, j'aurais pas dit Super Tuesday, du Super Mardi, le vainqueur du Super Mardi sera vraisemblablement le candidat. Et on saura ça à peu près à la mi-mars. Et pour les démocrates ? Pour les démocrates, il n'y a pas de défi à Biden. Pour l'instant, ils sont en train d'hésiter. Pour moi, il ne va pas tenir la distance. Pour moi, ce ne sera pas Biden qui sera candidat en 2024. Mais légitimement, il a droit à un 2e mandat comme n'importe quel président sortant. Légitimement, tant qu'il respire, tant qu'il vit, tant qu'il est capable de s'exprimer, il peut être candidat. Et donc, après le retrait de Robert Kennedy Jr., c'est-à-dire Robert Kennedy Jr. ayant renoncé à une primaire, tout simplement. À briguer la nomination démocrate, il n'y a plus d'opposition à Joe Biden au sein du parti pour les primaires. Donc, à moins que d'ici là, un candidat émerge, et on commence à faire pas mal de publicité au gouverneur de Californie, qui s'appelle Gavin Newsom, qui est un très, 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 très à gauche, à la tête d'un État qui l'a ruiné, mais qui est d'une telle richesse que même une Californie ruinée, ça reste un pays riche, ou un État riche. Donc on est en train de le courtiser. Il était en Chine tout récemment, à se comporter comme si c'était lui le président des États-Unis, à passer des accords sur le climat avec la Chine et d'autres choses. Et donc on parle de sa candidature. Elle pourrait émerger si Biden continue de décliner de manière préoccupante. Merci beaucoup Gérald Olivier pour ce tour d'horizon foisonnant. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle le livre de Gérald Olivier, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond. C'est aux éditions Confidentes et vous pouvez dès à présent
en faire l'acquisition sur le site tvl.fr à la rubrique boutique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez d'ores et déjà laissé vos commentaires juste en bas de cette vidéo, que vous avez déjà appuyé sur le fameux pouce en l'air pour améliorer le référencement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. En attendant, portez-vous bien.